Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Si Rachid Lemsani, bonjour. Merci. On n'est pas très loin d'Alger. Ça fait encore partie d'Alger, ici. Absolument. On est donc dans la périphérie d'Alger. Et j'ai presque une provocation. Vous vous appelez Rachid Lemsani. Maître Lemsani, ça renvoie à Tlemcen, ça? C'est une question qui m'a été posée, je n'ai jamais répondu. Et est-ce que vous voulez répondre maintenant? Non. Ah bon? Parce que chez nous, il y a une arrière-pensée du régionalisme. Oui. C'est pourquoi moi, je me définis comme maghrébin, point. Vous êtes algérien? Je suis algérien, évidemment, à 100%. Ouais. Je Algérien suis né dans un petit village en Algérie. Non, mais algérien, je sais ce que vous voulez dire par je suis algérien. Mais quand vous dites maghrébin, vous voulez dire quoi exactement? C'est quoi être maghrébin? C'est-à-dire être maghrébin, c'est croire au peuple qui vit, qui évolue dans cette grande région, de l'ouest à l'est. Et là, il y a des pays qu'on appelle le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et pour ma part, ça c'est une division bureaucratique faite à un moment donné de l'évolution de ces sociétés. Donc, je préfère me définir comme un Algérien maghrébin. Ou bien toujours est-il, sur la question identitaire, culturelle, moi personnellement, je ne m'accroche pas beaucoup. Dans ma carrière universitaire, plus de 30 ans, j'ai touché à pas mal de sujets, à tous les sujets, sauf la question identitaire. Et cette question ne m'a jamais traversé l'esprit, bien que c'est une question qui est au centre des luttes actuellement dans toute la région. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la question sociopolitique et économique. Est-ce qu'on a les mêmes conditions de travail? Est-ce qu'on évolue dans un environnement politique le même? C'est ça ce qui m'intéresse. Et vous pensez qu'on est du même peuple? Je pense foncièrement à ça. C'est pourquoi je lutte pour le Maghreb des peuples et non pour le Maghreb des États, des gouvernements. Et par exemple, moi j'ai voyagé beaucoup. Comme je m'intéresse à la question palestinienne, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer des Arabes ou bien des Moyen-Orientaux de par le monde. Oui. Mais alors je rencontre un Maghrébin, Marocain ou bien Tunisien, il y a un courant automatique et rapidement qui passe. Pourquoi? On a le même langage, la même culture, on utilise n'importe quelle langue, on utilise des mots français, ou bien de la darija, du local, sans oublier au niveau historique, on a été sous le joug colonial français, on a eu nos indépendances plus ou moins à la même année, 56, 62, historiquement parlant, c'est la même période. Ouais. D'ailleurs, en 58, les leaders des trois pays, ils ont essayé de faire quelque chose en commun, faire ce qu'on appelle le Maghreb des peuples. Pour des raisons très complexes, ils n'ont pas réussi. Et par la suite, dans la période post-coloniale, nos leaders ont essayé de faire le Maghreb des gouvernements, le Maghreb des États. Évidemment, ça a foiré. Pas le Maghreb des peuples. Pas le Maghreb des peuples. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi, actuellement, il y a un problème de frontières. Oui. Tous les États maghrébins ont des problèmes de frontières avec leurs voisins. Leurs voisins, oui. Ah, mais c'est incroyable. Il y a, dans chaque État, il y
Il a le passeport pour voyager. Mais il y a des formes de nationalisme qui se sont formées quand même. Ah oui. Nationalisme algérien, nationalisme tunisien. Bien sûr. Je veux dire par rapport aux autres pays, peuples maghrébins, pas. Il y a un nationalisme très fort. Moi, personnellement, je suis contre ce nationalisme. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 60, avec l'indépendance des mouvements dans les pays africains et tiers-monde, en Afrique, il s'est posé la question de l'État-nation. La grande tendance des responsables africains voulait préserver la notion d'État, l'État national. Mais il y avait un autre groupe minoritaire qui voulait ne pas créer l'État-nation. Il voulait, genre, tu vois, d'État régional. Et ce projet, évidemment, n'a pas été accepté. Et puis, moi, personnellement, je pense, dans l'avenir, hein, on aura plusieurs États. Par exemple, en Algérie, on aura par exemple 5 ou 6 régions. En Tunisie, 4 ou 5. Au Maroc, également. Maintenant, ce qui se passe, la grande crise, c'est la crise de l'État-nation. On n'a pas eu d'État-nation dans notre région. On a eu un État tribal. Chaque État est gouverné par une famille, par une tribu, par un village, par une région. Il n'y a pas eu d'État-nation. L'État-nation a été beaucoup plus un concept idéologique pour permettre au pouvoir dominant maintenir, rester aux manettes. Aussi simple que ça. Dans chaque pays, on trouvait une tribu ou bien une famille qui gouverne pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est quoi? Ça, ce n'est pas un État-nation. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, quel est l'avenir? On s'achemine vers ce modèle régional. La question qui se pose, soit on va atteindre cette situation soit par le principe, la démocratie, et là, le mouvement sera pacifique, ou bien par la violence. Et la violence sera terrible. Lequel des deux vous semble plus envisageable? Il est très difficile de dire maintenant. Oui. Moi, personnellement, j'ai peur du deuxième scénario. Oui. Vraiment, ça me fait vraiment peur. Parce que le mouvement a juste commencé avec cette ouverture contradictoire, ce qu'on appelle un autoritarisme nouveau. Pourquoi on évolue dans une période de transition? Puisqu'on est des acteurs, il nous est très difficile de comprendre ce mouvement. Il faut attendre une certaine décantation. Par exemple, si on prend en considération la réalité immédiate, comme dirait Hegel, il y a de quoi être pessimiste. Pourquoi? Parce que le conservatisme religieux et politique commence à prendre une grande ampleur. Je pourrais donner l'exemple de la Tunisie. Parce que ça, c'est mon interprétation personnelle. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, je le maintiens, la révolution tunisienne s'est soldée par un échec, contrairement à ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que les classes moyennes se sont accaparées du processus révolutionnaire. Et ces classes moyennes, ils se sont intéressés au côté politique. Il y avait une rente. C'est quoi cette rente?
c'est de s'accaparer, de prendre des postes politiques, soit une association, soit un parti politique, soit un poste dans le gouvernement ou bien dans la diplomatie. Ils ont carrément oublié la question économique. Parce que si on revient en arrière un petit peu, le mouvement a commencé dans les mines. Gafsa, si ma mémoire est bonne, les chauffeurs, les travailleurs, les chômeurs qui ont lancé ce mouvement. 2008. 2008. Et est arrivé en ville l'UJTT et les autres partis sont accaparés. Et, entre autres, le mouvement islamiste, blablabla. Par exemple, le mouvement islamiste, il est connu et pour être un mouvement foncièrement bourgeois. Donc ce mouvement a été capté par une fraction très importante de la classe moyenne. Et ils ont oublié le côté économique. Et social. Le côté social. Et il est arrivé un nouveau chef, l'actuel, une fois qu'il est passé, et petit à petit, il a monopolisé tous les pouvoirs. Oui. On est arrivé au point que il y a quelques semaines, lors des élections législatives, le taux de participation était moins de 10%. Donc le processus, ce qu'on appelle démocratique de type occidental, Oui, la démocratie représentative. A été rejeté, aussi simple que ça. Et là, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une démocratie délibérative. C'est ça. Moi, personnellement, je travaille avec l'enjeu crucial, c'est ça. Une démocratie qui est basée sur la discussion, sur le dialogue. Et au niveau local, l'élite maghrébine, elle est corrompue jusqu'à la moelle épinière. C'est connu ça. Donc, je pense au niveau théorique, il faut réfléchir à un modèle. Ben, toutes les élites maghrébines luttent pour la démocratie participative, représentative. Et là où elle est née, en Europe, elle traverse une crise vraiment profonde. Elle est remise en cause. Ça, c'est super d'avoir commencé par ça. Donc, il y a un regard, il y a une vision. Et moi, j'ai envie d'aller découvrir un peu ce qu'il y a derrière ce regard. Très bien. Vous êtes né donc, dans un village. Non, il s'appelle Borchmina, Borchminaël. C'est en grande Kabylie, Oui. à 60 km d'Alger. C'est une petite ville avec toute l'infrastructure administrative, une daïra, une mairie. Non, au moment où vous étiez né. Oui. C'était un village. Non, c'était une petite ville coloniale. On avait l'école, par exemple. Votre famille, vos parents, ils faisaient quoi? Ah! Moi, je suis issu d'une famille paysanne. Mon père, comme pour utiliser un concept de Marx, c'est un paysan parcellaire. Il a été dépouillé durant la guerre de libération. Il avait un terrain, un lopin de terre, il avait une petite maison, mais ça a été brûlé par le colonisateur durant la guerre de libération. Et pourquoi Parce que c'est la politique de la pacification. La France a utilisé la politique de pacification en brûlant toutes les maisons, tous les hameaux et concentrer les gens. La population dans des villages, comme ça, les Félagas, les Moudjahidines ne trouveront pas de refuge. Ça s'est fait un peu partout. Un peu partout. Quasiment, surtout les petits paysans. C'était de la paysannerie, ce que Harbi appellerait le lumpenprolétariat. Oui. Je pense que c'est un concept que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que c'est une classe hybride. Elle est très diffuse,
pour survivre, elle fait un peu de tout. Elle travaille chez le colon, ils font le petit commerce, ils élèvent un bœuf ou bien quelques poules pour avoir quelques œufs. Politiquement parlant, il est très dangereux le prolétariat. Parce qu'en général, c'est une classe qu'on peut modeler facilement. Et par exemple, le fascisme, par exemple, joue beaucoup sur ça. Il a pu, tu vois, recruter énormément de militants dans cette classe. Oui, Marx c'est dirait sûr. que c'est une classe ballottée entre le travail et le capital. Donc, pour revenir à ta question, donc, je suis né dans une petite ville, De papa, donc, à l'origine paysan, paysan, et qui s'est déplacé. dans la ville, d'une famille très nombreuse. J'avais 10 frères et sœurs. Vous étiez l'aîné? Non, non, je ne suis pas né, je suis juste au milieu. D'accord. J'ai trois frères et une sœur qui sont aînés. Moi, je suis au milieu, en total. Donc, j'ai fait l'école primaire là-bas, même le CEG, le collège. Ouais. Et sans déterminisme, évidemment, votre maman a été à la maison à partir du moment où les terres étaient brûlées. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, Ah. pour aller vite, bon, je suis le seul dans la famille qui a pu aller à l'université, au lycée et à l'université. Je suis le seul dans toute la famille. Et comment vous expliquez ça? Est-ce que c'était la misère? Est-ce que c'était la chance? C'était quoi? Par je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'étais au collège, les lycées, non, et le seul lycée dans la région était à Tizi Ouzou, à 35 km. Ben, actuellement, Oui. c'est pas loin. Mais pendant ce temps, c'est très dur, c'est loin. Ah Parce ben qu'il n'y avait oui. pas de moyens de transport. Évidemment. Donc, un exemple. En troisième, on était 50 élèves. On était 3 à avoir réussi l'examen. Sur 50 élèves de la ville qui étaient en collège, je pense qu'il y avait 6 ou 7 qui ont fait la seconde, Oui. soit technique, soit la seconde classique. Et, restons un peu dans la famille. Les frères et sœurs, ils sont arrivés à ce moment de passer l'examen, ils n'ont pas réussi. Non, ça? non, ils ne sont pas arrivés. Ils ont été éjectés deux ans bien, 4 ans au D'accord. primaire. Ils n'avaient pas terminé le Et les, primaire. et les filles aussi étaient scolarisées Également. au début? Ils étaient scolarisés au début. Les parents voulaient vous scolariser, voulaient vous former? Pas tellement, parce que mon père était un paysan. Il ne Oui. connaissait pas la valeur de l'éducation. Une autre Formation. c'est-à-dire, il n'était pas conscient que l'éducation, c'est l'ascenseur social. Oui. Pour la simple raison, dans son entourage, tout le monde était paysan ou bien faisait les petits boulots. Oui. Mon père il n'était pas un intellectuel pour avoir une vision à long terme. Par exemple, il a passé presque une année en prison coloniale, la prison coloniale. Oui. Et au lendemain de l'indépendance, il a refusé de bénéficier des petits avantages. Il n'avait ni maison, ni rien du tout. Il avait refusé. Elle avait sa fierté. Exactement. Ça, il disait que ma fierté n'est pas à vendre. Et pourtant, ça l'aurait aidé. Il en avait Énormément. besoin. Énormément. Parce que si je peux résumer, si j'ai bien compris, c'était quand même des conditions de pauvreté. Énorme. C'est vraiment pas pauvreté dure. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai évolué dans une maison qui avait 2 petites pièces. Et dans ces 2 petites pièces, il avait 2 familles. Et on partageait les toilettes avec plusieurs voisins. On n'avait pas l'eau à l'intérieur, on n'avait pas d'électricité, tout ça. Mais le truc positif, c'était au centre-ville. C'est pourquoi j'ai pu bénéficier de la scolarisation, parce que l'école n'était pas très loin. Est-ce que ça a été jusqu'à la fin, sentir la fin, pour vous, pour vos frères et sœurs, et ainsi de suite? Est-ce que c'était jusqu'à ce niveau-là? C'est-à-dire,
La faim était un totem structurel chez nous. On ne savait pas quand est-ce qu'on avait faim, parce qu'elle faisait partie de notre vie. Des fois, on mangeait un petit peu, des fois, non. On trouvait ça normal. Par exemple, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, j'ai rien. par exemple, lorsque j'étais admis à aller au lycée, Oui. au lycée Tizi Ouzou, en tant qu'interne, Oui. j'ai presque raté l'entrée. Pourquoi? Parce qu'on exigeait un trousseau. Oui. Et je n'avais pas de sous pour avoir ce trousseau. Oui. Je me suis dit bien comment la famille s'est cotisée pour m'acheter deux slips ou bien un pantalon ou bien pour aller au lycée. Vous êtes né quelle année? 1949. Donc, Vous êtes entré au lycée, en gros, à quel âge? 18 ans, je suppose. Le bac, 22 ans. J'ai une question fétiche que je pose à tout le monde systématiquement, vous n'allez pas échapper. Bien sûr, À allez-y. quel âge vous avez pris un livre dans la main, en dehors des livres scolaires? Moi, personnellement, c'est au lycée. C'est Parce un que roman? C'est un livre d'histoire? C'est quoi? C'est un livre comment? je pense un livre d'histoire, je pense. Ouais. C'était au lycée parce qu'au lycée, il y avait une bibliothèque, il y avait les études. Lorsqu'on n'avait pas de devoirs, on était obligé de prendre un livre. Ouais. À la maison, il y avait rien. Même pas le Coran. Même pas par exemple, mes parents ne nous ont pas envoyés à la mosquée, à l'école coranique, par Non. exemple. Non. Et pourtant, ils étaient analphabètes. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une école. C'est étonnant. Parce qu'ils étaient quand même pratiquants. Ah, comme tout le monde, c'est-à-dire, ils étaient pratiquants. Je suppose pour lui ils faisaient la prière, le ramadan, les trucs de base. Je suppose, j'ai pas réfléchi à ça. Mais toujours est-il, aucun de mes frères et sœurs n'ont fréquenté l'école coranique. On arrive au bac, et au bac, c'est un bac quoi que vous passez? Sciences. Bac sciences. Écoute, le bac, je ne l'ai pas eu. J'ai fait l'école des travaux publics. Oui. Une école de travaux publics. J'ai fait une année. Ça ne m'a pas intéressé. Oui. J'ai quitté. J'ai passé un examen pour être caméraman. Évidemment, je l'ai réussi. Oui. J'ai fait 2 ans de formation. Alors, on va revenir là. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je vais d'abord finir la parenthèse. Ok. Vous étiez un mauvais élève, un mauvais garçon? Non, vous étiez un non. bon? Juste moyen. Non, pas parce que là, j'étais en terminale. Oui. J'ai fait ce qu'on appelle pion, surveillant. J'avais un pré-salaire. Pour avoir un peu d'argent de En poche. même temps, aider la famille. Mais c'était un pré-salaire. Je suis devenu indépendant financièrement parlant. Je pouvais aider. C'est la première fois que j'ai touché un salaire. Donc, le lycée ne m'intéressait plus. C'était vraiment pour l'argent? C'était une question d'obligation envers la famille? Aider Bien la sûr, famille, bien ou sûr. qu'est-ce que vous avez fait avec votre premier salaire? Vous vous rappelez? Je l'ai donné à maman. Ouais. Ah oui. Donc, lorsque j'étais en terminale, j'étais en même temps pion. En cours, j'étais tout le monde souvent absent. Donc, j'ai pas eu le bac. Je suis allé à Alger. C'était une grande C'est décision. C'est-à-dire, mes parents me laissaient faire. Hein. Oui. Ils n'étaient pas au courant, ils avaient leurs propres problèmes. Donc, je suis allé à cette école des travaux publics, à Alger. Alger. J'ai fait une année. Interne aussi? Oui, c'était interne, évidemment. Ouais. J'avais un pré-salaire, évidemment. C'est le petit salaire pré-salaire qui m'intéressait beaucoup plus. C'est l'équivalent d'un salaire de l'Institut. Finalement, ça ne m'a pas intéressé au bout d'une année. J'ai passé l'examen pour être caméraman au PV. Quelle idée! Et vous tombez à Alger et vous voulez vous faire caméraman, enfin. Ah oui, exactement. Vous rêviez?
Bien sûr, je voulais être un artiste. Aussi, un artiste caméraman, pour moi, c'était un grand artiste. À la fin de la première année, j'ai passé le bac. Je l'ai eu. Alors que vous faisiez cette Caméraman, formation la de caméraman. formation caméraman, c'est 2 ans. On est en quelle année? C'est une formation de 2 ans. Donc, au bout lorsque j'ai eu le bac, je me suis inscrit à l'université. Mon objectif était pour avoir une chambre. Ce n'est pas pour étudier. Et pourquoi vous faites Sciences Po? Voilà, je te réponds. C'est pas possible de faire des études médicales, parce que c'était trop long, 6 ans. Oui. Avoir une licence en économie. Oui. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai refusé, parce que c'était 4 ans. Alors, je me suis orienté vers Sciences Po, c'est 3 ans. Donc, je me suis inscrit à Sciences Po. Où il y avait un financement, il y avait une bourse. Non, j'étais fonctionnaire à RTA. J'ai terminé mon stage. 2 ans, j'ai rejoint la télévision. Ah d'accord, ok. Et la télévision, j'étais un opérateur. Ok. J'étais un caméraman. En même temps, j'avais continué mes études à l'université. J'ai continué mes études, je faisais la politique, blablabla. J'étais mal vu. À la fin d'une année, en Algérie, il y avait tout un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de la révolution agraire. Quelle année? Je pense 71, 72. Ouais. On envoyait pendant l'été les étudiants aider les paysans, leur expliquer la charte de la révolution agraire. Oui. Moi, personnellement, j'avais 1 mois de congé en tant que caméraman. Je l'ai passé chez les paysans. Parce que j'étais dans le mouvement. Oui. Aller dans les campagnes, expliquer, blablabla, les tenants, les aboutissants de la révolution agraire. Donc, en 3e année de Sciences Po, j'ai quitté le NTV, la RTA. Oui. La RTA, j'ai terminé ma licence. OK? Oui. J'ai eu une bourse d'État, d'aller aux États-Unis. On reviendra aux États-Unis un peu plus Après, tard. OK. Moi, ça m'intéresse. Votre vie d'étudiant, OK. ça m'intéresse. Ok. Vous étiez quel genre d'étudiant? Vous êtes... C'est-à-dire, ma vie était beaucoup plus dans l'entreprise, en tant que caméraman. Ouais. Toutes les luttes, je les ai menées là-bas. Je n'étais pas impliqué dans les luttes universitaires. Non? Parce que j'allais uniquement pour les TD, qui étaient TD séminaires qui étaient obligatoires. Et du coup, tu compensais par la lecture? Tu lisais beaucoup à la maison? Non, je ne lisais pas beaucoup, moi. Je lisais utilement. Ce qu'il faut savoir à un moment précis. À un soit moment, pour un à examen, une un conférence, moment un cours, précis. n'importe. Par exemple, j'étais de tendance gauche. Oui. C'était juste une tendance, vous êtes engagé politiquement. Non, j'étais pas, moi personnellement, j'étais dans aucun parti politique. J'ai horreur de toutes les structures politiques. D'ailleurs, c'est pourquoi pas mal de gens me voyaient comme un anarchiste. Moi personnellement, je me définis comme un marxiste. Un marxiste, le marxisme pour moi, c'est une approche scientifique. Ce n'est pas politique. Et jusqu'à aujourd'hui, je me définis comme un marxiste. Et est-ce que à ce moment-là, Oui. aujourd'hui, je pense que vous avez eu le temps et je vois la bibliothèque derrière vous. Mais à ce moment-là, vous avez réellement connu Marx ou c'était juste être marxiste comme ça? Non, j'ai lu. J'ai approfondi ça lorsque je suis allé aux États-Unis. Les gens partaient aux États-Unis à l'époque pour devenir des libéraux. Ouais. Vous êtes allé aux États-Unis Je pour suis devenu devenir plus marxiste qu'avant. Oui. Et donc, on va aller suivre un peu le voyage aux États-Unis. Vous gagnez une bourse. Pendant d'État. ce temps, chaque étudiant pouvait avoir une bourse. Hein. D'accord. C'était pas forcément un mérite particulier. Non, tout le monde, parce que l'Algérie avait une politique de former des cadres. Oui. Des cadres pour la jeune nation. Donc l'Algérie avait envoyé de jeunes Algériens à travers le monde. Ouais.
Pour ma part, c'était une excellente idée. Malheureusement, la plupart ne sont pas revenus. Ça, sinon, Et le choix des États-Unis, c'est eux qui ont décidé ou c'est toi qui as choisi? j'ai pas vraiment choisi, mais j'avais rempli un formulaire disons quel pays que vous souhaiterez. Oui. Je pense que j'ai coché sur les États-Unis, je pense. Hein. En premier ou bien en deuxième. C'était où aux États-Unis? C'était à Boston, ville universitaire par définition. Oui. Et là, à Boston, je me suis épanoui politiquement parlant. Oui. Là-bas, j'étais actif, très actif. J'étais à un moment donné président de l'organisation des étudiants arabes. Je fais de la politique. À un moment donné, je voulais créer une maison de culture arabe. Parce que dans les grandes universités, il y a des maisons de culture espagnoles, françaises, turques. Il n'y avait pas de maison arabe. En tant que responsable, représentant de la communauté arabe, je voulais créer ça. Je fais un petit dossier d'une heure et tout. Le recteur, je me souviens très bien, son Silber, qui me convoque. Et ce gars, c'était un fasciste. Il me dit, écoute, et toi, c'est quoi cette maison arabe? Tu veux créer un foyer de l'OLP? Donc le projet est tombé à l'eau. Donc c'était à l'université, Boston University. C'était à l'université Boston University. 8 ans. Et vous faites une thèse? J'ai eu le master Oui. et le PhD. Sciences politiques. Moi, je suis un classique. Licence sciences politiques, master sciences politiques et PhD sciences politiques. Et c'était quoi le thème de la thèse? Cet ouvrage, c'est une partie de cet ouvrage. State and the Revolution in Algeria? Ouais. C'était ça? Et c'était par le même titre ici? Non, le titre, c'était Formation de l'État dans une société postcoloniale algérienne. Ok. Et donc, State and the Revolution in Algeria, c'est publié en 1981. C'était publié conjointement par l'Angleterre, Z, et par Westview Press aux États-Unis. Okay. Il y a deux maisons d'édition. Jamais traduit? Jamais. Parce que je me souviens très bien, j'ai donné une copie à la bibliothèque universitaire d'Alger, mon université. Il n'a pas été mis à la disposition des Algériens. Ah, je l'ai donné au responsable de la bibliothèque. J'ai vérifié par la suite. Et je l'ai conseillé à pas mal d'étudiants à les trouver. Ils n'ont pas trouvé. Voilà. Et donc, tout ça, ça dure jusqu'en 80. Si je suis bien mon calendrier. 80 quoi? 1980. Mon retour? Oui. Non, 84. Entre-temps, j'ai fait pas mal de va-et-vient. Oui, bien sûr. J'étais à Harvard, j'étais à Georgetown University, j'ai décroché pas mal de petites bourses. Alors la question, bien sûr, vous l'attendez certainement, pourquoi vous êtes rentré? C'est un choix personnel. Oui, et cette question, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée qui ne m'a pas posé cette question. Et ne me dites pas que vous ne voulez pas répondre. Je suis venu, et je commençais à travailler. À l'université? Alger, j'avais pas de logement. Il m'est arrivé de dormir dans la voiture. Ah, c'était vraiment dur. Vous étiez à l'université? À l'université. Recruté? Normalement. Titulaire Après quelques années. Pardon d'insister, mais j'aimerais bien savoir, parce que je ne parle ni d'argent, ni de rien du tout. Je parle juste d'opportunités, j'allais dire presque scientifiques, enfin académiques. Il y avait des chances d'évoluer d'une manière extraordinaire aux États-Unis. Les grandes universités, des opportunités de poste, de la recherche, de l'argent, tout. Et
Et vous décidez de rentrer en Algérie avec le risque de ne pas avoir autant d'opportunités. Exactement. Moi, j'ai terminé mes études en apothéose parce que ma thèse était publiée. Oui. Ma thèse a été acceptée pour publication. Oui. Aux États-Unis, c'est vraiment magnifique. C'est le top. Oui. Pour répondre à votre question, tiens, j'avais un de mes profs, il est très connu, il s'appelle Howard Zinn, c'était mon patron de thèse. D'accord. À la veille de mon départ vers Alger, il m'avait invité pour déjeuner. Il m'a dit, Rachid, je vais vous poser une question. Il m'a dit, Rachid, pourquoi tu rentres en Algérie? Tu as une excellente thèse, publiée. Si tu veux trouver un boulot, moi je t'aide et il n'y a aucun problème. Pourquoi tu veux retourner dans ton pays? Je lui dis, écoute, Hawar, si je reste ici, c'est comme m'enfermer dans une chambre et injecter du poison sous la porte. Et je vais mourir petit à petit. Ça va prendre du temps, certes, mais je veux mourir. Par contre, si je vais en Algérie, je vais recevoir des coups immédiatement, je vais crever. Mais là-bas, je vais sentir mes coups. Alors, il m'a dit, écoute, Rachid, je n'ai rien à dire. Il a raconté cette anecdote à plusieurs reprises. Donc, et vous avez reçu les coups que vous attendiez? Je reçois jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez regretté votre décision? Non. Jamais? Jamais. Pour la simple raison qu'ici, je vis pleinement. Moi, personnellement, j'ai publié beaucoup. Et des trucs très polémiques. Aux États-Unis, il m'aurait été très difficile sur le conflit israélo-palestinien. Moi, il m'intéresse beaucoup. Personne ne partagerait ma vision. Ouais. Il m'aurait été impossible de publier ça. Par contre, ici, sur la question palestinienne, on peut publier n'importe quoi. Pour revenir un petit peu, pour répondre à ta question, moi, par exemple, j'avais pensé que j'ai une dette à l'égard de ce pays, parce que c'est le pays qui m'a payé, qui m'a donné une bourse pour étudier. Parce que les études étaient payantes aux États-Unis. C'est pas comme en France. Vous vous disiez, j'ai une dette envers mon pays et je veux rentrer rembourser cette dette? Dès le début, j'avais développé une stratégie pour retourner au bled. Dès le début. D'accord. Ok. C'était une stratégie. Vous êtes parti pour en venir. Pendant votre séjour aux États-Unis, est-ce que vous avez rencontré, soit par leur écrit, soit en direct, physiquement, soit des personnes qui vous ont marqué, pour ne pas dire influencé? Des personnes, que ce soit des Américains ou non Américains ou Arabes, je pense éventuellement à Edward Said. Marxiste, pas sur la thèse palestinienne, en général. Oui. La thèse du consensus international général, ce qu'on appelle la thèse de deux États. Un État palestinien, un État israélien, côte à côte. Moi, j'étais vraiment contre ça, je suis toujours. Pour ma part, c'est une thèse idéologique. Moi, j'étais pour un État démocratique laïque. C'était ce que défendait aussi Edward Said. Il a changé. Mais avant, il était pour deux États. D'ailleurs, une des questions que j'ai posées par exemple à Chomsky, c'est qu'il lui dit, écoute, toi en tant qu'anarchiste, les anarchistes sont contre le concept d'État. Le peu que je connaisse, l'anarchisme. Pourquoi tu es pour deux États? Un État palestinien et un État israélien? Pourquoi tu n'es pas pour un État laïque et démocratique? Il n'a pas répondu. Il m'a dit, ce n'est pas réalisable. Parce que la tête de Israël me dit, c'est le truc le plus réaliste. Oui.
Deux peuples en conflit, donc on les sépare par une frontière et c'est réglé. Je pense un institut toujours défendu, ça c'est un concept idéologique. Aujourd'hui, il est irréalisable. Pour la simple raison, il faut comprendre la nature du sionisme. C'est quoi le sionisme? C'est un mouvement patriotique, c'est un mouvement national, blablabla. Le sionisme ne s'arrête pas sur une parcelle terrain donnée. Il y a la tendance, l'expansionnisme, par définition. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas de constitution. C'est un État apartheid. Maintenant, bon, cette thèse, il y a quelques années, on pouvait ne pas être d'accord. Maintenant, elle est évidente. Bon, le président Carter, il a écrit un ouvrage, après avoir terminé son mandat. Israël, État d'apartheid. Il a reçu une foudre de critiques. C'est incroyable. Pourtant, c'est le président. Il a été président des États-Unis. Pour lui, Israël, c'est l'apartheid. Et donc, vous rentrez en Algérie avec une thèse, avec une formation, avec un réseau de connaissances de personnes, de grandes personnalités qui sont connues, qui étaient connues à l'époque déjà. C'était automatique d'avoir le poste ou vous avez fait... Bien sûr, tout le monde pouvait avoir un poste. L'Algérie commençait, tu vois, à construire des universités un peu partout. Donc, il y avait une demande très forte. C'est un institut de sciences politiques. C'est là-dedans que vous entrez avec le poste. Et je quitte en tant que retraité de ce poste. Je n'ai pas bougé. D'accord. Je n'ai pas bougé. Et alors, la partie recherche. Oui. Vous avez fait quoi comme travaux de recherche? On me dit souvent que tu as une casquette de journaliste. Ça, je suis arrivé à un point que publier dans les trucs scientifiques, revues spécialistes, ça ne m'intéressait pas. Je préfère publier dans la presse locale. Il y avait une certaine liberté de temps dans les médias. On parle de quelle année, là? On peut dire début des années 90. OK. Fin 80, début des années... Donc, j'ai publié beaucoup. D'ailleurs, les gens ne me connaissent pas à travers mes ouvrages, mais me connaissent à travers mes chroniques dans les médias. Les Algériens ne lisent pas d'ouvrages, mais ils lisent les journaux. Ouais. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous écriviez, comment dire, des choses relativement faciles d'accès ou c'était vraiment l'universitaire qui s'exprimait? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est question de style. Ouais. Moi, je faisais une combinaison entre le style journalistique et le style académique. Ouais. J'essaie de trouver un équilibre sur le style très simple, mais de temps en temps, je balance quelques concepts. Oui. Volontairement? Volontairement, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, personnellement, j'étais vraiment lu par tout le monde. Les élites me connaissaient très bien. Et j'allais souvent à contre-courant. À contre-courant en idéologie dominante. Donc, moi, personnellement, j'étais critique. Je suis toujours critique à l'égard de tout le monde. Partis politiques, opposition, gouvernement, islamisme, les structures sécuritaires, tout. Moi, je suis critique à l'égard de tout le monde. D'où mon indépendance. D'où j'ai pas d'amis. Pas d'amis politiques. mais ce qui est sûr, il y a un respect à mon égard. Vous restez encore un homme de gauche? Ah oui, plus qu'avant. Radical. Radical, plus qu'avant. Marxiste. Marxiste. Et là, il faut s'entendre qu'ils sont par marxiste. C'est une théorie. Oui. Pour moi, je le définis marxiste comme une méthode d'approche. Ça m'aide, tu vois,
à faire de la recherche, à comprendre le monde. Le marxisme actuellement est plus important que dans le passé. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par marxisme. En Algérie ou bien au Maroc, partout, c'est l'islamisme qui domine. Le marxisme, Non, les il n'existe marxistes pas. sont très minoritaires. Oh, je peux dire qu'ils n'existent pas du tout. Ils sont des néolibéraux. Ils sont pour l'économie du bazar. Par exemple, le courant progressiste dans le monde arabe, c'est un courant progressiste, c'est un courant autoritaire, c'est un courant militariste. C'est pourquoi la démocratie n'a pas avancé dans les pays arabes. Moi, personnellement, je dirais que le courant démocrate a trahi la démocratie dans la région. C'est ça le mal de nos sociétés. Le leadership, l'islamisme, dans le monde arabe, a récupéré la tendance progressiste, la tendance démocrate, la tendance communiste. Le leadership islamiste, il y a énormément de marxistes, de communistes. Vous pouvez développer un peu plus? Un exemple, par exemple, ou n'importe? Ce courant progressiste, pour utiliser un concept neutre. Oui, oui. Il a été déçu du mouvement d'émancipation pour la simple raison que nous, les marxistes, les progressistes, on n'a pas pris en considération la religion. Donc il est temps on rentre dans ce mouvement qui prend en considération les valeurs traditionnelles, les valeurs conservatrices. Mais il y a tout un courant progressiste dans le monde arabe qui a intégré le mouvement islamiste. Et qui y sont restés? Et ils sont restés, bien sûr. Ils sont restés, ça. Soit en Algérie, soit en Égypte, soit partout. Est-ce que c'est une conséquence ou une cause ou juste un facteur de ce qu'on a appelé les années noires, les années 90? Non, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, le mouvement démocrate, c'est un mouvement militariste. Et ils ont, à travers le monde arabe, ils ont soutenu le pouvoir militaire. Tunisie, Maroc, l'Algérie, pas partout, l'Égypte, partout. Samir Amin, il a rejoint ce mouvement, par exemple. Les années 90, pour Rachid Tlemcen, c'était quoi? C'était une période, je ne vivais pas ici, je vivais dans une cité populaire. Oui. C'était vraiment très difficile. Vous êtes réfugié dans la cité populaire ou Non, vous je étiez, vivais, quand je ça a vivais. commencé, vous étiez là-bas? J'étais là-bas. D'accord. Oui. D'ailleurs, c'est bien simple. Au parking, il y avait des têtes qu'on trouvait sur le parking. Non, pour vous dire que la période a été très difficile. Il m'était arrivé, tu vois, d'aller à l'université. Je rencontrais des étudiants dans la voiture. À un moment donné très critique, les enseignants changeaient de salle. Parce qu'ils pouvaient être culbutés dans les salles. C'était très difficile. Par exemple, moi, personnellement, je n'ai pas quitté. Je suis resté ici. Vous avez eu peur? Énormément peur, c'est normal. Oui. Peur sortir, la peur de sortir, la peur de travailler, la peur de rentrer, c'est-à-dire la peur d'aller au marché. Surtout, à un moment donné, c'était les universitaires, les intellectuels qui étaient la cible. Parmi eux, il y avait des proches de vous? Ah oui, il y en avait beaucoup. Plus moi, mon cas était particulier, c'était un indépendant. Je n'avais aucun parti politique qui pouvait m'aider.
Et cette catégorie de gens d'université était une cible. Bon, je prends Liabès, c'est un collègue. Il était à un moment donné ministre. C'était un indépendant. Il avait notre intellectuel, un grand sociologue. Oui, bien sûr. Boukhobza. Non, c'est-à-dire, cette période vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, les Algériens refusent d'en parler. Parce que c'est très douloureux. Oui. Tellement douloureux, il ne peut pas. Donc, il nous faut, en termes des séances de thérapie. Juste une question par rapport à cette période-là. Est-ce que vous avez pensé à fuir, à partir? C'est-à-dire, on te pousse à réfléchir et à partir. Oui. Mais je refuse, c'est-à-dire, l'idée était pendante. L'idée existait. Oui. Mais, c'est-à-dire, partir où? En France. En France, aux États-Unis, n'importe. C'est-à-dire, en tant qu'Algérien, elle peut c'est en France. Oui. Mais en France, moi, je refuse. J'ai toujours refusé. Et pourquoi? Une fois, j'étais dans un séminaire ou un colloque à Paris. À la fin d'un après-midi, j'étais avec 3 Français ou bien 4 Français. On a pris un pot. Et un des Français m'a dit, Rachid, bien, qu'est-ce qu'on peut porter des... Je dis, écoutez, il y a une chose. Si tu veux m'aider, faites pression sur votre gouvernement pour qu'il laisse les Algériens tranquilles. Pour que les Algériens règlent eux-mêmes leurs problèmes. Ils n'avaient pas apprécié. C'est incroyable ce côté, je ne vais pas dire nationaliste, non, vas-y. mais ce rattachement à un pays, l'indépendance du pays, c'est quelque chose qui est presque religieux chez vous. Absolument. En 62, lorsqu'on a eu l'indépendance, j'avais 14 ans. Oui. Donc j'ai vécu la guerre de libération. Et j'ai des images encore. Des images visuelles. Visuelles. J'étais témoin de ce que j'avais vu. La répression des militaires sur la population. J'ai pas mal d'images. Il y a des gens dans la famille qui ont payé cher. Il y a énormément. Dans la famille? Bien sûr. Mon père, entre autres, par exemple. Parce que ce n'est pas 8 mois ou bien une année et Antoine. Ça, toutes les familles, toutes les familles, sans exception. L'Algérie est sortie de ces années noires, les moments les plus terribles de cette histoire. Mais enfin, c'est encore une sorte de transition qui est parfois contestée. Il y avait le Hirak, il y avait des choses comme ça. Est-ce que vous avez vécu le Hirak? Bien sûr, vous étiez ici. Absolument. Le Hirak, j'étais présent dès le début jusqu'à la fin. Le Hirak, je pense, c'était un mouvement populaire inédit, atypique dans l'histoire du mouvement mondial. À un moment donné, au début, il y avait jusqu'à 20 millions de personnes dans les rues à travers l'Algérie. Où une des particularités, je dis une, c'est transclasse. Toutes les catégories sociales étaient présentes. Riches, paysans, blablabla, femmes, enfants, c'est un melting pot. Et dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes villes, les vendredis étaient dans la rue. Un seul mot d'ordre, un seul slogan, le changement radical. Une autre particularité, c'est qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader, il n'y avait aucun parti politique qui dirigeait ça. Donc, en d'autres termes, c'était l'échec total de l'opposition. Et ça, c'est vraiment unique. Les Algériens, ou la population,
rejeté. Ils ont rejeté ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et les partis politiques sont à la pointe de la démocratie, cette démocratie. C'est un rejet total. D'ailleurs, c'est bien simple. Au début, certains chefs du parti ont été chahutés par les gens. Alors, ils m'ont dit, écoutez, dégage, dégage. Bon, par la suite, on a eu une autre évolution. Évolution du mouvement. Mais en tant que mouvement pacifiste. C'est bien simple, il est associé à une révolution pacifique. On a dit même que c'est la révolution du sourire. En Tunisie, on dit la révolution du Yasmine. En Algérie, on dit la révolution du sourire. Mais c'est un mouvement profond. Et ça, il est venu spontanément pour le refus du 5e mandat, parce que les Algériens n'ont pas accepté qu'un président malade, qui avait des difficultés à articuler 2 mots, qui avait des difficultés à marcher, rempli pour un 5e mandat. Est-ce que vraiment on peut réduire le Hirak à un mouvement comme ça? Non, à ce monsieur, vous n'avez pas le droit de rester encore. C'est juste ça? C'était vraiment le truc déclencheur. C'est l'étincelle. Ah oui. C'est-à-dire, l'histoire, on ne pouvait pas prévoir. Tu vois, non, il y a ce que je crois fermement et profondément, ce que j'appelle la dynamique sociale. La dynamique sociale, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle peut émerger, comment elle se développe. Il y a tout un mouvement, il peut se déclencher à n'importe quel moment. Est-ce qu'il est éteint? On dit souvent que l'esprit du Hirak est toujours vivant. Dans la vie quotidienne, ça ressort. Il y a des choses qu'on voit maintenant dans les comportements, dans les relations. Non, je pense que c'est la période... écoute, dans chaque mouvement social, il y a des hauts et des bas. Et les femmes en Algérie, est-ce qu'elles ont un poids? C'est inexistant. Le mouvement de femmes, il est inexistant, pratiquement parlant. C'est-à-dire, pendant le Hirak, la femme citadine était présente, était vraiment active. Et ça c'est vraiment nouveau. C'est le premier moment où on voyait beaucoup de femmes dans une telle mobilisation. Et ça a été magnifique. Et ces femmes, certaines portaient le hijab, d'autres ne portaient rien du tout. Et ils étaient actifs également dans le mouvement des étudiants. Donc le Hirak, on peut dire qu'il a libéré d'une certaine manière la femme. Du moins durant ces années de Hirak. Est-ce qu'on peut postuler que le Hirak a tenu aussi longtemps grâce aux femmes? Non, on peut. C'est-à-dire, dans le monde rural, elle n'était pas très active. Ouais. Mais en ville, dans les grandes villes, oui, elles étaient présentes. C'est une fausse problématique. Que moi, je ne fais pas distinction entre hommes et femmes. Et les deux étaient présents dans le mouvement. D'ailleurs, c'est bien ça, les femmes étaient à la tête du mouvement, comme au centre, comme à la fin. Les femmes étaient vraiment mélangées avec les hommes. En soi, c'est un événement. C'est les premières fois où les femmes étaient aussi présentes. C'est un moment vraiment historique très important. Il y a une question que je n'ai pas abordée.
le professeur, l'universitaire que vous étiez, que vous êtes encore, vous avez dirigé des travaux de recherche. Oui. Les gens qui ont fait des recherches, et c'est en gros dans quel domaine? En Sous général, votre direction. Hein. les relations internationales. Mais moi, parce que moi, j'ai refusé de patronner beaucoup de thèses. Le plagiat est devenu une donnée cardinale dans les soutenances de thèse. Il n'y a pas du tout de recherche empirique. Il n'y a pas de travaux de recherche. Non, leur formation ne permet pas de faire de la recherche. On est arrivé à un point où un étudiant au doctorat, il ne lit pas un livre, un seul ouvrage. Il soutient. C'est dramatique. Mais à l'université algérienne, ils font du copier-coller. Et c'est général, tout le monde est au courant. Même l'autorité publique, on laisse faire pour la paix sociale. Vous êtes négatif? Vous êtes pessimiste Sûr. sur l'état de la recherche, de la production des connaissances en Algérie? Qu'est-ce qui produit des connaissances aujourd'hui en Algérie? Il n'y a pas de production de connaissances, ça n'existe pas du tout. Ça a existé, ça s'est arrêté ou ça n'a jamais existé? Si, ça existait un petit peu dans les années 60, 70, et ça c'est l'ancienne génération. Oui. L'ancienne génération, elle a produit un petit peu, dans des conditions très difficiles, où les moyens de recherche étaient presque inexistants. La réforme de l'enseignement supérieur n'a pas conduit les étudiants à faire de la recherche. Parce que la réforme en elle-même, elle n'est pas basée sur des principes, sur une éducation, sur une pédagogie qui pousse les étudiants à faire de la recherche. Pour faire la recherche, il faut assimiler au préalable les concepts. Or, maintenant, on n'enseigne pas les concepts, on n'enseigne pas la linguistique, on n'enseigne pas comment dirais-je, la méthodologie. On n'enseigne plus ça. Donc, les jeunes étudiants ne sont pas outillés. Vous faites la recherche. En plus, ils ne sont pas intéressés. Surtout que le chômage des diplômés, on le connaît, il est très élevé. C'est décourageant. Qui sont tes lecteurs? Ah, c'est une bonne question. Ah, je ne peux pas répondre. En général, ils ne sont pas des arabisants. Ou alors j'ai inversé. Vous écrivez pour qui? Pour les étudiants, pour les enseignants, pour une communauté scientifique. Vous avez des amis puissants, pour emprunter le titre de quelqu'un puissant? J'ai refusé d'avoir des amis puissants, par principe politique. Oui. Parce que lorsqu'on a des amis puissants, on perd son indépendance et son autonomie de penser. Moi, je suis vraiment jaloux, très jaloux pour mon indépendance de penser et de travailler. Vous n'avez jamais fait de compromis sur cette indépendance? Sur ce point, je n'ai jamais cédé quoi que ce soit. J'ai toujours écrit ce que je voulais. C'est la méthode de travail qui dicte ce que j'écris. Vous écrivez en ce moment? Oui, j'ai un long ouvrage en perspective, une lecture transversale de la guerre de libération. En d'autres termes, j'essaie de puiser dans l'histoire les éléments qui ont contribué à avoir un tel régime politique. Et comment se fait-il qu'en 62, on a un tel régime politique qui s'est consolidé par la suite, en dépit des ouvertures
et autres politiques. Et ce processus, je pense qu'il n'est pas unique à l'Algérie. Et c'est déployé en général dans les sociétés postcoloniales. Évidemment, chaque pays a sa propre spécificité historique. Je pense que le processus est identique. Et qu'on a importé l'État, ce que Bertrand Badi dirait, on a importé l'État dans un contexte qui n'est pas approprié. Vous êtes rentré des États-Unis pour rembourser des dettes. Vous vouliez être utile à votre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été utile pour ce pays? En partie, j'aurais souhaité faire plus que ça. Ouais. Mais j'ai fait un petit peu, mais vraiment quelque chose vraiment de minime. Votre fierté de cette utilité, est-ce qu'il y a un moment où vous vous Bien êtes dit, sûr. oui, là, je suis utile? Ah, je me sens très fier. Oui. Je suis encore vivant, 74 ans, je suis actif, j'essaie de produire, je trimballe 4 ou 5 maladies chroniques, mais je suis toujours debout. Oui. Et donc, vous continuez à être utile? Très utile. Oui. Jusqu'à le dernier jour de ma vie, j'essaie d'être rentable. Et donc, c'est une notion importante, l'utilité du chercheur. C'est-à-dire un chercheur engagé. Parce que je ne suis pas un matérialiste. Ouais. J'essaie d'être utile à la société et à l'environnement global. Ouais. C'est ça mon cadre d'analyse et de lutte. Je suis pour le changement, un changement sérieux. Qui dit un changement sérieux, dit un changement radical. Et sans compromission. On va arrêter là-dessus. C'est très beau, je trouve. Merci beaucoup. Merci infiniment, mais vraiment du fond du cœur. Vous m'avez beaucoup touché parce que vous avez raconté une partie de ma propre vie. Merci.